Uber puis Lyft ont rentré récemment en bourse, puis les gens me demandent est-ce que je devrais prendre une portion de mon capital, mon argent, et investir dans ces compagnies-là. D'emblée, je vais vous le dire, ma réponse, du moins pour le moment, c'est non. Je vais parler en premier de Lyft. En fait, Lyft, c'est la société que je préfère, que j'aime le moins. Actuellement, en jargon financier, Lyft a un BAYA, bénéfice avant impôt et amortissement, négatif de 45 %. Qu'est-ce que ça veut dire en chiffres? C'est que Lyft, dans les 12 derniers mois, a fait 2,2 milliards de revenus. C'est incroyable. Mais elle a perdu 900 millions. Donc, d'une manière tangible, là, disons si vous êtes dans une ville américaine, parce que Lyft n'est pas encore accessible à Montréal, puis vous embarquez dans un Lyft, ça vous transporte, puis ça vous coûte 12 $. En fait, Lyft aurait dépensé 20 $ juste pour vous avoir comme client, pour ce privilège-là. Donc, le transport en commun, sous la forme de Lyft puis de Uber, c'est vraiment un modèle d'affaires qui n'est pas rentable. Comment Lyft pourrait trouver de la rentabilité? Bien, c'est vrai qu'il y a une certaine élasticité dans la facturation. Et disons qu'elle augmente sa facturation de 30 %. Est-ce qu'il y aura vraiment autant de personnes qui vont opter pour le transport via Lyft ou même Uber si l'alternative d'un taxi est présent? Je ne suis pas convaincu. Mais disons, on va aller avec cette hypothèse-là, puis ouais, les gens sont prêts à payer même 30 % de plus. Puis disons, la compagnie fait un chiffre d'affaires pas de 2,2, a réussi d'ici 5 ans à monter son chiffre d'affaires à 10 milliards. Puis finalement, elle devient rentable, elle fait 1 milliard de profit. Avec ce genre de croissance-là, la valeur de Lyft en bourse devrait être de 10 milliards. Mais en bourse, actuellement, Lyft vaut 20 milliards de dollars. Donc, personnellement, je suis vraiment pas convaincu. Puis, je crois qu'il y a de la place pour juste un seul joueur. Puis, le joueur qui va gagner, à mon avis, c'est Uber. Uber a vraiment une marque de commerce beaucoup plus reconnue chez les milléniaux. Puis, Uber a une stratégie qui se rapproche plus de Amazon. Amazon, là, en passant, quand vous commandez avec Prime puis vous recevez vos produits, je vous garantis, Amazon ne fait pas d'argent. C'est le consommateur qui a la rentabilité ici. Mais Amazon, c'est un peu son loss leader parce qu'elle permet de faire ce volume-là, la reconnaissance de sa marque de commerce, ça lui permet d'aller dans d'autres projets. Amazon Media, Amazon Web Services, et ces autres projets sont très rentables. Et c'est exactement ce que Uber fait en ce moment. Parce que même si ça ne fait pas de rentabilité sur le transport en commun, il y a Uber Eats, bientôt ils vont avoir aussi des cuisines mobiles. Ces initiatives-là sont très rentables et les gens reconnaissent la marque de commerce qui, comparativement à Lyft, aucunement a d'autres activités. Puis sa marque de commerce en fait est populaire parce qu'à un certain moment, le PDG de Uber avait une politique d'affaires qui était moins plaisante. Puis tout d'un coup, le monde disait qu'il doit avoir un deuxième joueur, puis se sont intéressés à Lyft. Puis c'est tout récemment que Lyft en fait le vent dans les voiles. À la fin du mois, en fait, le MSCI vont quadrupler la pondération des A-shares dans leur index de pays émergents de 5 % à 20 %, ce qui pourrait avoir des impacts positifs pour nos titres chinois. James a un rôle vraiment important dans l'équipe. Puis entre autres, il m'aide au niveau de l'analyse des marchés boursiers. On se rencontre régulièrement, ça dépend de la volatilité du marché. Mais surtout lorsqu'il y a des baisses, bien, la première question qu'on se pose, c'est les positions qu'on détient actuellement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, en fait, quand le marché baisse, si une société qu'on a acquérie, je donne un exemple, à 10 $ l'action, baisse à 8 $ l'action. Bien, en théorie, si le modèle d'affaires n'est pas changé, elle devrait nous intéresser encore plus. C'est encore plus intéressant d'acheter la même compagnie maintenant à 20 % d'escompte. Donc, on va regarder ce qu'on a investi à nouveau dans ces sociétés-là. Puis, le marché, il est très large, donc il y a peut-être des titres qu'on ne détient pas actuellement, mais qu'on regarde depuis longtemps, qui sont finalement des opportunités d'achat parce que le marché a baissé. C'est sûr que nous, le marché, notre carré de sable, il est vraiment large. En étant courtier plein exercice, on couvre plusieurs sections géographiques, que ce soit le Canada, les États-Unis. Récemment, on a acheté des titres transigés sur le parquet de Hong Kong. Donc, on a tout le temps de quoi à discuter, tout le temps de quoi à surveiller sur le marché pour s'assurer que les titres que nos clients détiennent, ce soit vraiment les meilleures opportunités actuelles sur le marché. Avec toute l'instabilité géopolitique qu'il y a actuellement, je viens de rencontrer une personne, puis son réflexe, elle m'a dit, bien, je suis inquiet, le marché monte, descend depuis le début de l'année, donc je préférais complètement me retirer du marché. Je vais acheter des certificats de placement garantis, des placements sécuritaires pour attendre que la tempête passe. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que les taux d'intérêt actuels
si on regarde l'histoire du Canada, sont à un seuil, un creux qui est historique. Actuellement, pour un certificat de dépôt de placement, on fait environ 2 %. Bien, en fait, l'augmentation du coût de la vie à chaque année est plus de 2 %. Donc, mon rendement réel après inflation, il est négatif. Puis en plus, si j'ajoute des facteurs comme l'impôt sur les revenus de placement, si ça s'applique, c'est encore pire. Pour aider mes clients à réfléchir, moi je dis, bien, votre horizon, dans le cas que j'avais présentement, la personne a vraiment un horizon qui est lointaine. Si elle investit en la bourse, elle peut se protéger contre le pire ennemi, c'est l'inflation. Parce que ça va gruger le rendement de tout type d'investissement, que ce soit de l'immobilier, des certificats de placement garantis ou des investissements en bourse. Puis, en sortant du meeting, je me suis dit, je devrais donner un exemple. À chaque fois, là, j'ai pris une palette de chocolat. Imaginez cette palette de chocolat, puis vous devez l'acheter pas en 2019, mais en 2029. D'après vous, est-ce que le prix va être plus cher? Bien, la réponse, c'est oui. C'est la même chose si c'est en 2030 ou en 2049. En fait, comme j'ai mentionné, le coût de la vie, ça augmente à chaque année. Puis, les fabricants de palettes de chocolat, de meubles, les sociétés qui donnent des services, à chaque année, ils ajustent le prix de leurs biens et services en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Ils s'ajustent contre l'inflation. Donc, quand j'achète une action en bourse, c'est vrai que je vais vivre des hauts et des bas, mais à long terme, je me garantis une chose, c'est que la performance de mon titre va performer mieux que l'inflation parce que mon entreprise se protège contre ce risque-là, versus des placements statiques comme les certificats de dépôt garantis. Sure.